Merci. C'est fait. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'être là avec vous pour cette heure sur le webinaire. On est, pour situer des choses qu'on va avoir par la suite, on est en fin de travail de recherche avec Luciana sur son travail doctoral. Et l'idée de ce travail doctoral, c'est voilà, de comprendre les relations entre les associations et les territoires et de pouvoir un petit peu mieux les qualifier. Je vous propose qu'on rentre directement dans le sujet et qu'on passe à la diapo suivante pour avancer. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte institutionnel un petit peu particulier. Voilà. Comme vous l'avez vu au sein du réseau, il y a une vraie questionnement aujourd'hui et mise en péril du monde associatif. Il y a eu les mouvements au mois d'octobre pour montrer que finalement, il y a un enjeu de reconnaissance de l'apport des associations dans le cadre de notre système économique, politique et social. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette question sur la sensibilité financière des associations, c'est de comprendre aujourd'hui qui sont les financeurs de ces associations et puis un peu quels sont leurs territoires d'implantation, mais même leurs territoires d'influence ou d'activité. L'enjeu est de comprendre qu'aujourd'hui, cette question ou cette mobilisation pour soutenir les associations, elle est fondamentale dans un contexte où, si on reprend le dernier rapport de la Cour des comptes qui a été publié au mois de septembre, il est marqué textuellement dans les pages que les associations mettent en œuvre des activités sociales relevant du périmètre de l'État. Et donc, à ce moment-là, on peut s'interroger, mais comment peuvent-elles autant importantes dans la soutenabilité et la durabilité, voire l'inclusion de notre société, mais en même temps être systématiquement remis en cause dans leur financement et leur existence même. Et donc, dans ce contexte actuel, il traverse aussi une tension qui peut y avoir ou une dichotomie qui peut y avoir entre finalement la vision qu'on peut avoir des associations au niveau national et la vision qu'ont des associations au niveau territorial, avec toujours ces enjeux sur le territoire de finalement dire bah, quelle est la légitimité des associations à se mobiliser et au nom de quoi il est nécessaire ou il est pertinent de les financer. Et là-dessus, souvent, la question de l'espace dans sa caractéristique géographique d'influence est importante et de relier cette question de l'espace par rapport à l'action publique qui, elle aussi, est définie par des territoires administratifs. Et donc, c'est tout cet enjeu ou ce questionnement qui est à l'origine du travail que Luciana a présenté, qui va questionner finalement sur ces questions des territoires à la fois d'influence, d'activité et de lobbying des associations. Alors, pour mettre en contexte le RNMA et donc cette recherche, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc le RNMA, c'est le Réseau national des maisons des associations, comme leur nom le dit. Nos membres, ce sont des maisons des associations, soit associatives, mais soit aussi des services municipaux. Nous avons comme rôle les objectifs à peu près de tête des réseaux, mais plus spécifiquement l'accompagnement des territoires pour faire monter les problématiques de niveau local au niveau national. Nous avons un accompagnement aussi en termes de métier d'accompagnateur de la vie associative et aussi une partie plutôt dédiée à l'ingénierie parce que on met en place, on accompagne à la mise en place des observatoires locaux de la vie associative, dont actuellement moi je suis responsable. Et vis-à-vis du contexte qui vient de décrire, donc Amélie, les observatoires, nous pouvons aussi les considérer comme un outil de co-construction de politiques publiques d'un plan d'action vis-à-vis des associations et donc un outil de vitalité associative très nécessaire dans ces contextes-là. Mais comme le RNMA est un réseau national, mais très marqué par ces maisons des associations au niveau local,
il y a eu un intérêt d'approfondir un petit peu plus la connaissance du tissu associatif et donc de comprendre les liens entre les associations et le territoire. Donc, c'est dans ces cadres qu'en 2022, le RNMA a fait une offre de thèse en CIFRE, donc sous le dispositif CIFRE, qui c'est un dispositif national de financement des doctorants au sein des entreprises. Et donc, nous commençons à travailler ensemble dans les cadres de cette thèse qui vise finalement à qualifier et à interpréter les relations entre les associations et le territoire. Et donc, c'est un petit peu le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Par la suite, si je présente ma thèse de manière assez rapide, elle est constituée donc de trois objectifs principaux. Sans rentrer trop en détail, mais il y a un premier objectif qui est concentré sur l'identification et les qualifications des variables socio-économiques explicatif de la présence des établissements associatifs employeurs. Si je le dis autrement, nous avons quand même l'hypothèse que les caractéristiques des tissus associatifs dans toute sa diversité, elles sont en lien avec les variables socio-économiques, historiques, géographiques, culturelles d'un territoire. Mais en revanche, quelles sont ces variables? Est-ce que c'est le taux de chômage, le taux de pauvreté, le niveau des cadres, etc. Donc, il fallut un travail d'identification et qualification de ces variables pour pouvoir expliquer dans un premier niveau la présence des établissements associatifs employeurs. Vous pouvez demander, mais pourquoi établissement associatif employeur? Je vous rappelle donc la petite différence entre association et établissement, parce qu'une association peut avoir plusieurs établissements associatifs employeurs. Et pour nous, c'était vraiment très important de bien prendre en compte le poids socio-économique des associations. Donc, c'est pour ça établissement. Et un autre, le choix des établissements employeurs, c'était aussi vis-à-vis disponibilité des données au niveau national, parce que pour ce travail d'identification des variables, c'est un travail plutôt quantitatif que j'ai réalisé au niveau des bassins de vie de toute la France. Donc voilà, il fallut avoir aussi de données et statistiques assez robustes pour ce travail. Ensuite, une fois que nous avons identifié tout ça, comment tester et démontrer les relations entre les caractéristiques du territoire et les caractéristiques organisationnelles, sectorielles des associations? Quels sont les liens? De quelle manière se construisent ces liens? Dans quelle mesure elles sont en lien avec les caractéristiques donc, de territoire et sectorielles? Donc, un travail plutôt qualitatif dans ce sens. Et par une suite logique, ça a été d'identifier les facteurs de diversité des associations. Est-ce que ça peut être dès la localisation, donc on est implanté dans un endroit X, est-ce qu'après on arrive à être ancré, est-ce qu'après voire territorialisé. Donc l'objectif de la thèse, c'est quand même de démontrer cette diversité de configurations et ces facteurs qui peuvent aller de la localisation à la territorialisation des associations. Après, vous pouvez à la fin me poser des questions, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, pour démontrer cet objectif-là, il faut revenir sur des questions qui formatent notre analyse et qui sont plutôt qu'il faut bien comprendre que quand on travaille en recherche, les résultats qu'on peut avoir sont toujours limités au cadrage qu'on a fait. Et donc là, il y a des éléments qu'on va revenir sur le cadrage. Premièrement, sur la question des associations. Donc les associations, l'enjeu n'est pas de revenir sur une définition juridique comme les associations de loi de 1901, mais de comprendre en termes de concept comment on a mobilisé les associations. On a mobilisé les associations comme une forme organisationnelle construite, une forme collective qui associe obligatoirement une activité et un projet collectif. Ça veut dire que il y a de fait, en comparaison à d'autres formes organisationnelles que peuvent être l'entreprise par action, on a à la fois une interdépendance et une définition de l'association comme organisation comme étant à la fois une activité et un projet collectif en tant que tel.
cette activité et ce projet va agir, proposer des services de proximité, des services de proximité, des services sociaux pour répondre aux besoins des individus ou aux besoins des territoires. Et le moyen de le réaliser va passer par différents moyens, mais en particulier par des moyens humains, comme avec les bénévoles, les militants, les salariés, et donc générer de l'emploi. Donc on voit bien qu'à partir de là, on pose d'emblée l'association comme une forme d'organisation qui est construite, qui pense de manière intrinsèque à la fois son activité au service d'un projet collectif, que celui-ci existe dans sa capacité à répondre à des besoins spécifiques et qu'elle va avoir des moyens qui sont des moyens humains comme des moyens financiers ou matériels pour y répondre. À partir de là, à partir du moment où on a cadré l'association dans ce sens-là, souvent, et c'était le point de départ, de dire, mais finalement, comment ça participe au développement local, ou est-ce que finalement, cette injonction ou cette idée que les allocations ne sont non délocalisables, est-ce que c'est réellement une réalité scientifique? Pourquoi on peut réellement poser de savoir que est-ce que les associations sont non délocalisables? Parce que pour être non délocalisable, il faut savoir de quel local, entre guillemets, on parle. Et une association qui ferme des postes à Grenoble pour finalement ouvrir des postes à Lyon, c'est bien une délocalisation de Grenoble vers Lyon. Et donc, on voit bien que dès là, la question de qu'est-ce que c'est que le local et donc l'échelle que ça a et qu'est-ce que c'est de sa spécificité interroge. Et donc, c'est là où finalement, on va déconstruire et tout le travail de Luciana et de dire, bah, en effet, on a des localités, c'est-à-dire des espaces géographiques dans lesquels on va observer des associations. Et la question est de savoir en quelle mesure elles sont ancrées, elles sont implantées dans ces endroits-là, mais dans quelle mesure elles peuvent être aussi le produit et donc totalement spécifique à cet espace géographique et donc devenir territorialisé. Et c'est bien là qu'on va finalement questionner ces différentes modularités que peuvent avoir les acteurs associatifs en relation avec ce qui incarne le territoire. Et donc, on s'interroge systématiquement sur cette relation entre des acteurs qui va passer par des ressources ou des proximités et comprendre comment on est territorialisé ou comment on peut territorialiser une activité et un projet associatif, mais surtout à quelles conditions on peut devenir territorialisé ou déterritorialiser une association et donc re-questionner que cet élément n'est ni statique ni un produit issu de la géographie, mais est bien une construction qui vient de l'histoire de la fondation de la structure, de ces caractéristiques qui composent son collectif initial, des spécificités de son activité, mais surtout des interactions qu'elle va avoir avec d'autres organisations qui sont à côté ou qui sont sur le même espace géographique. Alors, pour continuer, je vous présente la méthodologie de recherche, sachant que ça, c'est la méthodologie vraiment du bloc de la thèse plutôt qualitative. C'est-à-dire que à partir l'analyse statistique des données socio-économiques, etc., que je vous présentais avant, nous avons fait de trois groupes. Donc, les bassins de vie se sont partagés dans trois groupes qu'on appelle des clusters. Et à partir de ces clusters, nous avons choisi 8 bassins de vie pour pouvoir travailler de manière plus qualitative et donc de venir mieux comprendre ces résultats et statistiques et les approfondir. Et donc, vous voyez la carte, ce sont les bassins de vie qui ont été retenus pour mon travail. Tous ces bassins de vie, ils ont comme caractéristique la présence d'une maison d'association, soit associative, soit municipale. On a voulu vraiment prendre les deux. Bien entendu, c'est aussi un choix, un lien avec le cadre de ma thèse, un dispositif CIFRE, parce que tous ces bassins de vie, ce sont des membres du réseau national des maisons des associations. Donc, nous avons eu comme territoire donc, Grenoble, Dijon, Amiens, Concarneau, Montrevaux-Souèvre, Niort et Créon et Moguio, tout en bas.
À partir de ces territoires, nous avons réalisé 28 entretiens avec les associations, c'est-à-dire entre 3 et 4 entretiens par bassin de vie, avec des associations employeuses, mais aussi des associations sans salariés et tout secteur d'activité confondu, donc associations sportives, culturelles, environnementales, pardon, etc. Pour aujourd'hui, nous avons quand même pris un cas spécifique pour vous présenter. Oui, Amélie. Est-ce qu'on peut revenir juste sur la diapo précédente, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un petit peu avant, après. Pourquoi? C'est-à-dire que le premier élément qu'on a fait sur la question des clusters, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris ces bassins de vie au hasard, on a essayé d'observer par une méthode statistique la régularité de la présence de facteurs territoriaux et associatifs identiques. Et donc, par une méthode statistique, on a finalement observé les bassins de vie ayant... rappelle-moi combien il y a de bassins de vie, Luciana? Il y avait environ plus de 1600 parce qu'on n'a pas pris les bassins de vie France Outre-mer à cause de inégalité de qualité de données. Voilà. Donc, on a 1600 bassins de vie. Le bassin de vie, c'est une définition de l'INSEE d'un espace qui permet à la fois aux individus d'articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et donc, donc, le territoire français métropolitain est divisé en 1600 bassins de vie. Et on a finalement caractérisé ces bassins de vie par rapport à des caractéristiques de l'âge de la population, la pyramide des âges, les revenus, les types d'emplois qu'il y avait sur ces territoires-là. Et on a couplé ça avec la présence des associations et des établissements employeurs. Et de cette analyse statistique, on trouve une régularité qu'il est finalement possible de diviser l'ensemble des bassins de vie en 3 familles différentes qui sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Et de ces 3 familles, on a isolé pour chaque fois 8 bassins de vie, donc assez représentatifs de ces trois clusters, dans lesquels on a fait après un travail plus qualitatif pour comprendre comment on en arrive à cette géographie des associations. On a gardé la question de la présence des maisons des associations, qu'elles soient associatives ou municipales, comme étant un élément de dire, bah, est-ce que finalement, dans les conditions d'existence et de la relation qu'on a au territoire, est-ce que la présence d'une maison des associations associatives ou municipales génère quelque chose de différent dans la relation au territoire? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a testé. Mais aussi dans la manière dont s'incarnent ces relations sur les cas particuliers. Et par la suite, Luciana va vous présenter un cas en particulier qui est à partir de Dijon, en vous projetant, et peut-être un élément pédagogique d'avant, en vous essayant de vous raconter à partir des entretiens comment on peut finalement modéliser cette relation entre les associations et le territoire à partir de ce cas spécifique. Voilà, merci Amélie. Donc, si je vous présente un petit peu le cas du bassin de vie de Dijon, donc comme disait Amélie, on a pris un cas où là, bien entendu, je vous présente quelques caractéristiques socio-économiques parce que c'était intéressant, parce que voilà, on fait le lien entre ces caractéristiques, le tissu associatif. Après, j'ai continué avec une petite histoire d'une association et tous ses liens avec son territoire. Ensuite, l'idée, c'est quand même de vous présenter des résultats plutôt transversaux, donc qui vont apparaître avec dans d'autres entretiens, dans d'autres cas. Et ensuite, on va pouvoir en discuter. Donc, pour le bassin de vie de Dijon, il se situe dans le département de Côte-d'Or. Il y a quand même un dynamisme de la population parce qu'on a une évolution entre 2016 et 2021 de plus de 2,5. C'est une population assez partagée entre les jeunes et les retraités, donc 23% des moins de 20 ans, 26% des retraités. Et nous avons quand même 11% des cadres qui se situent quand même le bassin de vie dans une situation un peu particulière par rapport aux catégories socio-professionnelles. Nous observons aussi une économie très tertiarisée, pardon, avec 83% de l'emploi qui est dans le secteur tertiaire.
et une densité d'établissements associatifs employeurs assez conséquente parce on compte quand même 947 établissements associatifs employeurs. Donc, la ville de Dijon, dans son site, elle a mis en avant quand même les labels autour de sites patrimoniaux remarquables, comme nous pouvons voir dans les photos. Et nous avons aussi une université avec plus de 35 000 étudiants. Et si je reprends quelques verbatim de personnes interviewées, des associations interviewées, pardon, la ville, elle est quand même caractérisée plutôt que dans un cadre de bon vivre, bien équipé, avec université, transport, propositions culturelles et artistiques assez importantes, mais aussi un côté un petit peu bourgeois. Euh, voilà. Ensuite, pour la modélisation, si on dit un mot plus fort, mais je dirais plutôt la petite histoire d'une association que j'ai pris d'exemple dans le sens après de pouvoir aussi monter en généralité. Je commence ma petite histoire avec tous les périmètres donc administratifs, la commune, la métropole et le département. Je m'excuse d'avant vis-à-vis de mes capacités graphiques, donc elles sont un peu limitées, mais je pense que ça va le faire. Voilà. Et donc, tous les périmètres administratifs. Ensuite, mon association qui elle est au sein de Dijon. C'est une association culturelle de musique électronique que je vais vous présenter de manière un peu brève par rapport à toutes ces activités, etc. Donc, elle a été créée en 2004 euh, parce que ses fondateurs, donc passionnés de musique électronique, vous imaginez bien, avaient envie de continuer à mixer, à créer des événements suite à la fermeture d'un club de musique électronique dans la ville. De 2004 à 2012, l'association, elle était plutôt une association de bénévoles. À partir de 2012, il y a eu quand même une envie, une volonté de professionnalisation de l'association et de développement de l'activité. Aujourd'hui, l'association elle a 3 salariés, une gouvernance d'environ 8 personnes avec un CA et des coprésidents. Euh, si je parle un petit peu par rapport à ces activités, moi, je l'ai mis autour de 3 pôles. Un pôle de programmation, production, un pôle de création et un pôle que moi, je l'ai appelé un peu tourné vers le militantisme parce qu'il y a toute une volonté de promouvoir la professionnalisation de la musique électronique, d'avoir une reconnaissance de ce mouvement par le grand public, mais aussi par les institutions et la mise en avant des valeurs de tolérance et de diversité en lien avec l'historique de la musique électronique. Pour ces activités plus spécifiques, pour vous donner des exemples, donc l'association fait bien entendu des concerts, festivals, et studios de mixage, etc. Mais il y a en particulier des ateliers de démocratisation de la musique électronique dans les EHPAD mais aussi des sensibilisations, démocratisation aussi de musique électronique pour les jeunes, pour les MJC et les booms pour les enfants. Ensuite, elle va aussi avoir des liens avec, bon, pardon, il y a quand même donc tout un public au niveau plutôt de Dijon, mais si on fait référence à ces festivals, concerts, etc., on va dépasser au fur et à mesure ces limites administratives, donc voire du département, voire national. On a ces salariés, ces bénévoles, ces membres qui sont là aussi au niveau de première échelle territoriale. Mais pour mettre tout ça en place, l'association, elle a un lien avec d'autres associations, d'autres secteurs d'activité. Donc, par exemple, des associations environnementales parce que cette association a une volonté aussi d'avoir des festivals et des concerts plutôt dans un sens plus environnemental, des développements durables, mutualisation des matériaux, etc.
Ensuite, plusieurs liens avec des associations culturelles, euh, pardon, des associations culturelles au niveau local, mais d'autres niveaux, département, national, etc. Aussi dans les cadres de ces organisations, des concerts, des festivals, des productions, etc. Ensuite, nous avons un autre acteur qui, donc, c'est la MDA municipale de Dijon. Nous avons comme acteur institutionnel, si je vous donne des exemples, nous avons donc la ville de Dijon, mais aussi la DRAC ou encore le conseil régional qui, ça se trouve en dehors de ces périmètres. L'association fait partie aussi des réseaux associatifs comme la Ligue de l'enseignement, mais aussi des fédérations, des associations culturelles. Je bouge là parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Là, pour les acteurs que je peux identifier pour ces cas. Si on revient un peu sur cette question qui disait un peu Amélie avant, la manière qu'on va essayer de comprendre ces relations entre ces acteurs, on va regarder un peu aussi ces ressources. Donc, on observe qu'on a des ressources financières vis-à-vis de l'acteur public local, mais aussi d'acteurs publics comme la DRAC et les conseils régionaux. Nous avons des liens avec les ressources humaines qui sont bien entendu salariés, bénévoles, les membres. Et là, j'aimerais quand même faire un lien sur les caractéristiques, pardon, les caractéristiques socio-économiques que j'ai présentées avant. On observe que l'association, elle a vraiment été créée à Dijon dans un contexte lié avec l'histoire des fondateurs. Mais par la suite, on observe quand même que l'association, elle a quand même son public, ses ressources humaines et financières qui sont quand même localisées là. Donc, à approfondir un peu les liens entre le fait de l'histoire des fondateurs et après son développement de son activité. Ensuite, si on continue dans le cadre de ma thèse, donc je vais regarder aussi toutes ces relations à partir de cadres de proximité. Les proximités, elles sont trois. La première, la proximité géographique, c'est assez logique, hein. Donc, le fait d'être à côté d'autres acteurs, comment ça peut faciliter la rencontre, la coopération, etc. Une proximité organisationnelle, c'est-à-dire de quelle manière nous organisons en interne d'une façon similaire ou pas du tout. Et une proximité plutôt institutionnelle que ça va être plutôt le partage des valeurs, des normes en commun. Si on regarde les relations entre les acteurs, l'interaction entre les acteurs à partir de ces trois proximités, on peut observer qu'il y a une proximité géographique, bien entendu, avec ses salariés, membres, avec son public, mais aussi avec la MDA municipale, les EHPAD, les MJC, comme d'autres acteurs aussi de territoire, bien entendu avec les autres associations de territoire et avec les associations culturelles implantées localement. Mais on peut observer aussi qu'il y a une proximité organisationnelle avec les associations tout secteur. Là, plus spécifiquement, ce n'est pas vraiment tous les secteurs d'activité que cette association elle travaille, mais ce que je pourrais avancer, c'est que la proximité organisationnelle entre ces deux associations-là, ça va être plutôt dans le sens que finalement, quand on est en association, nous avons quand même quelques manières de s'organiser en interne en commun, parce que nous avons une gouvernance démocratique, la non-lucrativité, etc. En revanche, la proximité organisationnelle avec les associations du même secteur, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus marquée. Parce que là, nous avons quand même des règles qui sont les mêmes quand on va organiser un festival, un concert. Donc, ces associations vont travailler ensemble, ils vont travailler dans le même cadre. Ensuite, on observe aussi cette proximité organisationnelle avec les réseaux, soit départementaux, soit les fédérations, parce que ces têtes des réseaux ou ces fédérations sont quand même les représentantes du projet associatif de cette association-là.
Si on prend un peu l'analyse par la proximité institutionnelle, pareil, avec les associations d'autres secteurs, on va avoir une proximité institutionnelle dans le sens je peux observer il y a un partage des valeurs parce que les associations partagent quelques types de valeurs, par exemple la solidarité, mais par contre, cette proximité institutionnelle, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée au niveau sectoriel. Donc, quand une association elle travaille avec une autre association du même secteur, on voit que le partage des valeurs est beaucoup plus marqué. Et donc, ça, on va aussi retrouver dans la relation avec les réseaux. Et tout ça, mon schéma là, on peut observer pour revenir cette idée de la zone d'activité et la zone d'influence d'une association. Là, on peut vraiment observer que cette association, elle a une zone d'activité plus marqué au niveau de la commune, de la métropole, même si, bien entendu, il y a toutes les autres activités, des programmations de festivals, de publics qui sont en dehors de cette zone d'activité principale. Et là aussi, c'est un cercle un peu fermé, mais je pense qu'il y a aussi quand même un certain dynamisme dans cette zone d'activité parce qu'on peut, dans certaines époques de l'année, avoir plus d'activités d'un qu'un d'autre. Donc, c'est aussi un dynamisme. En revanche, si on regarde le projet associatif de l'association, donc sa zone d'influence, on peut observer qu'elle dépasse largement tous ces périmètres-là. Parce que le projet associatif, il va au dehors des périmètres administratifs et même de sa zone d'activité. Si on regarde, par exemple, tous les côtés du projet associatif liés avec le militantisme, par exemple, ça va dépasser largement tout ça. Et donc, si on part de ces cas et on revient à quelques résultats plutôt transversaux qu'on peut observer dans ces cas, mais aussi dans d'autres cas, on observe vraiment une diversité d'acteurs dans la dynamique associative, donc des acteurs associatifs, institutionnels, etc. On va voir que ces résultats présentent quand même montrent que les associations, elles ne sont pas juste localisées sur un territoire au sens administratif, au sens économique, mais les résultats montrent la capacité à s'ancrer, voire se territorialiser, va reposer sous les mécanismes plus complexes dans lesquels la coopération occupe une place centrale. Et cette coopération, elle va être un révélateur de la manière dont les proximités donc, géographiques, organisationnelles et institutionnelles sont mobilisées et consolidées par l'association. Donc, dans ce sens-là, les territoires, il va être une relation entre ces acteurs. Et donc, finalement, il n'est pas du tout figé ni fixe. Il est tout à fait dynamique. Il va évoluer dans le temps. Il est aussi multiscalaire, comme on a pu voir, on a plusieurs escales de territoire administratif, multi-acteurs, comme je viens de le dire. Il va être aussi incarné par ses proximités, par la capacité des associations de mobiliser des ressources et des proximités pour constituer son territoire. Et ce que je peux observer aussi, c'est que la zone d'activité et la zone d'influence, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, on a une zone d'activité, une activité plus concentrée d'une zone plus restreinte et la zone d'influence beaucoup plus large. Et ces zones-là, elles sont complémentaires et dynamiques aussi. Tous ces mouvements-là, tous ces résultats-là, pardon, ils ne sont pas du tout figés. Ils vont être un mouvement constant. Euh, est-ce que tu veux compléter quelque chose là, Amélie, ou je passe pour le dernier? Non, ça. Les dernières choses que j'aimerais aussi partager par rapport à mes résultats, c'est donc l'importance de la proximité géographique. Euh, Elle est vraiment et structurante de l'action des associations. Donc, pour tous les cas, on voit vraiment que le fait d'être proche, de pouvoir se rencontrer, ça va contribuer à mieux se connaître, à avoir des relations interpersonnelles. Et dans ce sens-là, les MDA, dans tous les cas, sont de lieux ressources
des points de lieux de rencontre, de facilitateurs de cette mobilisation des acteurs. Et la proximité géographique, elle va être encore plus structurante si les associations sont du même secteur. Donc, il va y avoir un enjeu de complémentarité aussi entre la proximité géographique et organisationnelle. Parce que je peux observer que vraiment les secteurs d'activité, c'est quelque chose de très marqué pour aussi la question de proximité institutionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en association et on fait partie d'un même secteur d'activité, on partage beaucoup plus facilement des valeurs. Euh, Même si on a des valeurs du monde associatif, je dirais un peu plus large, mais en fait, les secteurs d'activité, ils ont les valeurs très spécifiques et ces valeurs vont être très importantes dans la recherche de financement. Là, j'ai vous mis quelques verbatim, mais ça m'a vraiment marqué cette question d'avoir les mêmes valeurs pour faire la recherche de financement. C'est-à-dire, on ne travaille pas avec quelqu'un tout court si on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, la coopération, elle est très guidée par les valeurs et aussi les financements. Donc, dans les contextes actuels, je pense que ça nous fait réfléchir un peu dans ce sens. Et je ne sais pas, Amélie, si tu veux compléter, sinon on peut aussi passer aux questions. Oui, juste avant de passer sur les questions, il y a plusieurs éléments. C'est que finalement, quand on voit par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et là, Luciana le met bien en avant sur la question des proximités organisationnelles et institutionnelles, c'est que les associations, c'est une activité et un projet collectif, et la logique de l'activité peut parfois prendre le pas ou va être structurante pour comprendre l'ancrage et la territorialisation des associations en complément du projet associatif. Et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus fort du fait de la régularité et la répétition de ces éléments-là. Dans tous les cas, par rapport à cette modélisation qui a été proposée par Luciana, alors pourquoi je parle de modélisation? Parce qu'on part à partir d'un cas, mais l'enjeu, c'est que finalement, dans ce schéma qu'on vous a présenté, c'est une manière de pouvoir penser que vous pourriez presque vous-même pouvoir faire pour vos organisations, pour vous dire, bah, OK, où je suis, quels sont les périmètres administratifs avec lesquels j'interagis, quels sont les périmètres sur lesquels mon activité agit, mais quel est celui de mon influence, et de voir à partir de là la densité, mais aussi l'importance de ces différentes relations qui sont mises en place et qu'est-ce qu'elles apportent dans la spécification, mais aussi dans la soutenabilité de l'association. Et donc, à partir de là, le territoire n'est ni incantatoire ni fixe, mais c'est bien la manière dont l'association incarne son activité et son projet par les relations qu'elle va mettre en place avec d'autres organisations qui sont sur le même espace. Merci. Si vous voulez ouvrir votre micro, poser des questions, faire vos remarques, c'est le moment. N'hésitez pas. Je ne vous vois pas. Oups. Euh, oui, Nicolas, Ouais, j'aurais une question. ouais. Par rapport au cluster, en fait, quand vous définissiez qu'il y avait trois clusters, ça veut dire qu'il y a en gros trois grands types de bassins de vie en France, c'est ça? Et, Ouais, et c'est... Non? ouais, Ah. c'est ça. Alors, non, c'est pas qu'il y a trois types de bassins de vie, c'est Ouais, qu'il est possible de répartir dans trois groupes tous les bassins de vie en fonction de leurs caractéristiques sociodémocratiques et de la présence des associations qu'il y a sur ces bassins de vie. Et donc, ce n'est pas trois clusters sur les bassins de vie, mais c'est trois clusters qui, permettent de classer l'ensemble des associations dans ces bassins de vie. Et donc, on a articulé à la fois qu'est-ce qui définit le territoire et la présence des associations. Et ce mariage-là, on peut le répartir tous ces bassins de vie dans trois familles qui, finalement, ont les mêmes caractéristiques dans cette articulation entre le territoire et la présence associative. c'est ça. Mais en tout cas, ils vont aussi avoir des caractéristiques socio-économiques en commun, quoi. Mais peut-être que ça vous générait une autre question
Là, on est dans la mécanique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, on a quand même, ça atteste d'une chose que ces caractéristiques-là expliquent la présence des associations d'un point de vue. Et les caractéristiques qu'on a prises, elles sont d'abord en lien pour incarner ou opérationnaliser que le fait que les associations répondent à des besoins des populations. Donc c'est pour ça qu'on a des caractéristiques démographiques, mais que les associations sont aussi des espaces professionnels et donc en lien avec l'économie tertiaire. Donc on a pris des caractéristiques sur les tissus économiques de ces différents bassins de vie pour finalement voir est-ce qu'il y a cohérence entre une association qui répond à des besoins et une association qui apporte des emplois sur un territoire. D'autres questions, Marc? Moi, j'aurais encore une autre question sur Ah, la qualification des associations employeuses. Est-ce que c'est des associations dans lesquelles il y a forcément des permanents ou est-ce que c'est des associations qui peuvent employer de façon plus ponctuelle lors d'un événement ou lors de différentes activités? c'était des données INSEE Flores 2021 et donc forcément, il y a au moins un salarié permanent. Même si après l'association, comme les cas des associations culturelles, il y a forcément des intermittents, etc. Mais pour les données purement statistiques, là, il y a au moins un salarié fixe pour les données ici. Ok. Parce que enfin, je posais la question parce que c'est une condition, entre guillemets, qu'on retrouve dans pas mal d'autres études et d'autres domaines, cette notion d'association employeuse, justement. Alors, le problème de cette notion d'association employeuse, c'est que c'est le seul endroit à partir duquel on peut avoir des données stabilisées et consolidées sur l'ensemble du territoire français, parce qu'elles sont produites via l'INSEE à partir des déclarations qui sont faites des organisations sur l'URSSAF et ce qui fait la base de données Flores. Et en fait, c'est les seules statistiques qu'on a réellement sur le monde associatif. Les produits qu'on a, typiquement, si vous prenez le nombre d'associations, vous avez des chiffres sur l'INJEP ou vous avez des chiffres par le mouvement associatif, etc., etc. Ces chiffres-là sont beaucoup plus problématiques à utiliser, étant donné que on déclare toujours une nouvelle association, mais peu sont ceux qui détruisent une association ou du moins qui vont faire la démarche d'enlever une association qui n'est plus active. Et donc, on a un enjeu d'avoir une réelle donnée de qualité sur le monde associatif non employeur par rapport à ça. Et c'est Ouais. bien problématique dans la construction du savoir qu'on peut avoir sur les associations, cette focalisation qu'on a par les données. Je voudrais aussi souligner que il y a les estimations du nombre d'associations actives faites par l'INJEP, la Recherche Solidarité, et pour nous aussi au niveau local. Et il y a aussi les travaux de Viviane Tchenologue avec le paysage associatif français qui prend aussi en compte les associations sans salariés. Mais en revanche, je n'ai pas une homogénéité pour tous les bassins de vie. Donc, les réponses, c'est une diffusion d'enquête, quoi. Donc, tu peux avoir beaucoup plus de réponses dans un bassin de vie qu'un autre. Et donc, ça me faisait quand même un biais méthodologique assez important pour l'analyse statistique. Et donc, c'est pour ça que c'était le choix des données pour les associations employeuses. Et aussi, c'est pour ça que pour les entretiens, il y en a eu aussi beaucoup d'entretiens avec les associations sans salariés pour voir les enjeux aussi de localisation, etc., de zones d'activité, zones d'influence. Est-ce que le fait d'avoir des salariés ou pas, il y a aussi des questionnements là-dessus. Et aussi, là, je vais vous présenter un cas, mais l'idée de ma thèse, c'est d'avoir plusieurs cas et donc de petites associations sans salariés qui vont avoir des activités plutôt au niveau d'un quartier, quoi. Et donc, et ensuite, voir les montées en généralité, qui c'est plutôt les résultats plus transversaux que je présentais. Et du coup, le nombre que vous précisez d'associations ou d'établissements à Dijon, c'est le nombre d'associations employeuses ou le nombre d'associations globales?
Non, c'est établissement employeur, oui, Employeur. de 2021. Ouais, Ah, donc c'est quand même assez important. ouais, et presque 13 000 salariés hein, aussi. Ah ouais. Mm. Pour le bassin de vie. Hein. Mhm. Et je vois qu'il y a une question dans le chat, si jamais. Oui, Luciana, il y a une question. Je peux te la lire si tu veux. Je sais pas Ouais. si tu Oh, as... sinon, j'arrête le partage parce que je ne vois pas bien, mais je peux la lire. Ouais, pas de souci. Alors, pour les secteurs d'activité, est-ce que vous utilisez la NAF ou plutôt l'objet social proposé par le RNA? Pour la partie qualitative, c'est plutôt la déclaration des associations. Lors de l'entretien, donc l'association a présenté son projet associatif, etc. Et après, j'avais demandé aussi les rapports d'activité, etc. Mais c'était une concertation avec les associations. Et pour les données quantitatives, je n'ai pas travaillé au niveau de secteur d'activité. J'ai travaillé et je peux expliquer pourquoi. Parce que comme j'ai travaillé avec les établissements employeurs, la majorité se trouve dans l'action sociale, par exemple, et pas beaucoup dans d'autres secteurs d'activité. Ça me faisait aussi un biais méthodologique. Donc, pour la partie statistique, je n'ai pas travaillé avec secteur d'activité. Et pour la partie qualitative, c'était pour l'objet associatif lors des entretiens et analyse des rapports aussi. D'autres questions, remarques? En tout cas, si vous n'avez pas de questions, de remarques, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre une euh, dernière chance pour la parole. Il n'y a pas de souci, on est là quand même pour partager avec vous. Ben, si nous n'avons pas de questions, Si, moi j'ai oui. peut-être une petite question, c'est justement comment on pourrait utiliser ce travail, nous, à des fins locales, de lobbying et de justement de valorisation en fait de nos activités. Mm, Parce que en ce moment, on a quand même vraiment au niveau des associations un gros enjeu sur l'évaluation de nos activités, sur voilà, sur le fait de justement mettre en avant ce côté qualitatif ce côté qualitatif de nos actions plutôt que quantitatif, notamment dans le domaine du spectacle. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait éventuellement soit un résumé de la thèse, soit quelque chose comme ça qu'on pourrait, sur lequel nous, on pourrait se baser en fait pour essayer justement d'aller voir nos politiques et pour leur dire que notre implantation et nos activités sont intéressantes pour le territoire, quoi. mm. Et alors? Euh, alors, c'est sur le résumé de la thèse, on va attendre que Luciana ait fini de Ouais, l'écrire. Donc ça, il faut le finir. voilà, c'est un tout petit peu anticipé. Par contre, quelques idées que vous pouvez déjà peut-être vous réapproprier et qui peut être intéressant dans ce travail de plaidoyer auprès des acteurs publics. Dans ce qu'on a essayé de montrer, ces premières choses, c'est dire qu'à un moment donné, votre financeur va avoir une logique uniquement d'activité. Et donc, lui montrer, OK, voilà l'activité qui permet qu'on contribue au développement local et qu'on participe à l'attractivité du territoire. Voilà ce qu'il en est. Mais attention, on va au-delà de l'activité, ne serait-ce que par les liens avec les autres associations qu'on fait, par les différents projets, par nos militants, par nos bénévoles, qui finalement fait que on rayonne au-delà de cette question de l'activité. Et donc, à partir de là, on rayonne et donc on est attractif pour le territoire sur ces éléments-là. L'enjeu est de montrer aussi comment, typiquement, par les proximités que vous pouvez avoir d'autres acteurs ou les ressources que vous mobilisez, c'est montrer que finalement, 1 euro d'un acteur d'une commune,
que ça a un effet levier qui peut vous permettre d'aller chercher un financement dans un autre territoire administratif, à une autre échelle, et leur expliquer que voilà, chacun contribue à son échelle au rayonnement de votre association et qu'à partir de ces éléments-là, une contribution sur la plus petite échelle de la commune peut avoir un effet levier pour aller chercher des financements complémentaires et donc contribuer à cette attractivité. Et puis, il y a un enjeu de montrer comment finalement vous attirez des ressources hors du territoire que vous mettez à disposition du territoire. Typiquement, sur la question de la programmation d'une salle culturelle, c'est bien ça l'enjeu aussi. C'est de par votre réseau, votre zone d'influence, que vous arrivez à nourrir une activité qui devient attractive pour les habitants du territoire. C'est comme ça que je commencerai. En tout cas, la vidéo va être disponible aussi en replay par la suite. Donc, il y a aussi moyen de prendre quelques arguments. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain. J'espère que pour la fin de la thèse. Merci beaucoup et à très bientôt. À Merci à bientôt, au vous. revoir.